Il a été ministre de la Mobilité et ministre de l'Intérieur au début des années 2010. Il y a tout juste 10 ans, il a jeté le gant de la politique pour embrasser le monde de l'entreprise. Il est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire et le co-CEO de Nexus Communication. Bonjour Melchior Wathelet. Bonjour. Ça a été facile de passer du monde politique au monde de l'entreprise? Non, enfin, non, oui et non. Non, en ce sens qu'il y a quand même un certain nombre de différences dans les deux mondes. En ce sens qu'aujourd'hui, beaucoup me voient encore comme un politique, vu que c'est vrai que quand on est politique, on est quand même connu, on est reconnu, et puis ça crée une certaine notoriété. Et donc des gens ne savent pas que j'ai quitté la politique, ou l'ont oublié, ou se rappellent de moi à ce moment-là, ou ils ne savent plus très bien, tout de suite. Donc voilà, il y a quand même une complexité de passer d'un monde à un autre. Par contre, oui, parce que en fait, la politique est une bonne école. C'est une école de vie. Elle est de temps en temps dure. Elle est de temps en temps, je dirais, sans facilité, hein, parce que c'est assez violent comme monde. Mais en fait, dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut oser, il faut entreprendre, il faut prendre des risques. Il faut de temps en temps prendre des claques, puis se relever, puis recommencer, puis avoir de la résilience. Et donc toutes ces règles-là, elles s'appliquent aussi dans le monde politique. Donc c'est une bonne école. Par contre, c'est vrai qu'il reste quand même une certaine, est-ce que c'est une méfiance, ou en tout cas il reste une appréhension d'un monde par rapport à l'autre, et je trouve qu'on devrait en avoir beaucoup moins, moi qui étais un peu dans les deux. D'accord, mais quel a été le déclic, l'étincelle de ce changement de cap professionnel ? Oh, il y en a plusieurs, c'est toujours multifactoriel ce genre de choses. Mais voilà, j'avais toujours dit que je ne voulais pas faire de la politique ma vie, quelque part. Je pense qu'on a beaucoup à gagner, à changer de vie, à se redonner des nouveaux challenges, à se redonner des nouveaux défis. Alors, ça ne doit pas nécessairement être de la politique vers le monde du business. Mais je pense aussi que dans le monde du business ou de l'entreprise, il doit y avoir un certain nombre de cycles, un certain nombre d'éléments où on doit retrouver de l'énergie, changer un peu le modèle. Et c'est vrai que moi, j'ai décidé de le changer du tout au tout. Et je trouve qu'en plus, en politique, lorsque vous commencez à avoir quelque part besoin de la politique, ou quand ça devient un boulot et que vous devez y rester, que vous n'avez plus cette possibilité quelque part de prendre distance ou de faire autre chose, là, ça devient dangereux. Et donc, plutôt que de rentrer dans cette dangerosité, j'ai préféré la quitter un peu plus tôt. D'accord. Alors, vous avez rebondi dans différentes entreprises depuis 10 ans. Comment se sont opérés vos choix ? Ouais, c'est comme toujours, les choix, c'est pas des choix purs et durs, c'est des circonstances, c'est de temps en temps des rencontres, c'est des opportunités. Celui qui dit qu'il choisit exactement ce qu'il va faire, c'est possible, mais c'est pas souvent comme ça que ça se passe. Et donc c'est vrai que j'ai d'abord pu rentrer dans un groupe informatique liégeois, dans le groupe NRB, où j'ai créé une société qui faisait du développement informatique dans les hôpitaux. C'est vrai que c'était un peu original parce que je ne suis pas un grand informaticien, c'est vraiment pas mes matières de prédilection. Moi, je suis un juriste, donc par définition, ça ne va pas très bien ensemble. Mais en même temps, la boîte devait se transformer, devait évoluer, devait être en contact aussi avec le monde essentiellement hospitalier, qui est en fait un monde avec ses propres règles, lié quand même assez fort au monde public et au monde institutionnel. Donc voilà, et je remercie vraiment NRB de m'avoir donné cette possibilité, parce que pour une entreprise, à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile d'engager un CEO ex-politique, parce qu'on avait peur d'être connoté, qu'est-ce qui va venir, est-ce qu'il va venir avec ses pratiques politiques, ainsi de suite. Donc ça m'a vraiment donné le goût quelque part à la gestion d'entreprise. Et puis alors j'ai fait de la consultance avec Edge Consulting, et puis alors il y a eu cette possibilité de racheter une boîte. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais fait de la politique, j'étais CEO d'une boîte, désigné CEO comme on dit, mais sans participation, mais avoir moi-même quelque part mon propre business. Alors je ne l'ai pas créé moi-même, j'ai racheté une entreprise, donc je vois aussi dans vos émissions des personnes qui à un moment, quelque part, partent de rien. Et j'ai une certaine fascination pour ça, parce que chapeau, parce que là c'est encore plus risqué. Moi, c'est vrai que je rachète quelque chose qui existe déjà, mais voilà, c'est mon investissement, c'est une entreprise que j'ai envie de voir évoluer, les équipes sont exceptionnelles, elles sont déjà bien implantées, mais je veux grandir avec eux, mais d'en être l'actionnaire principal, c'est vrai que ça donne une dimension que je n'avais pas encore connue. D'accord. Alors c'est bizarre, c'est que moi c'est nouveau plutôt en fin de carrière, pour d'autres c'est le début, voilà, mais peu importe quoi, voilà, cette attirance pour l'entrepreneuriat, je l'avais,
peut-être un peu caché, mais une nouvelle fois, c'est un peu l'opportunité, la discussion avec les anciens propriétaires, Thierry Legive et Caroline Tonon, qui a plutôt éveillé chez moi cette envie. Je ne suis pas sûr que je l'aurais eu d'initiative. D'accord. Donc cette entreprise, pour ne pas la citer, c'est Nexus Communication. Oui, vous êtes donc ce nouveau défi d'actionnaire majoritaire et de co-CEO. C'est quoi exactement Nexus Communication? Alors Nexus Communication, le mot communication peut être un peu mal compris, mais c'est une entreprise qui, dans tout le secteur de la gestion des flottes automobiles et de la mobilité, met en commun l'ensemble des acteurs d'un point de vue international. Okay. Aujourd'hui, le monde de gestion de flotte et de la mobilité, vous avez des grandes sociétés de leasing, vous avez des constructeurs automobiles, vous avez des dealers automobiles, vous avez la voiture d'occasion, la deuxième vie de la voiture, vous avez toute la télématique, vous avez les gestionnaires de flotte. Tout ce monde, quelque part, on l'anime en proposant du média, de l'information, des études, de l'éducation, des formations, des événements où ces gens se rencontrent, et également en produisant quelque part des plateformes informatiques qui peuvent nourrir leur travail. Avec nous, un positionnement qui est un positionnement de neutralité. On apporte de l'expertise, mais on parle à l'ensemble des acteurs pour leur permettre quelque part de créer des liens et d'être encore plus opérationnels et encore meilleurs sur le marché. Avec une dimension internationale, pourquoi ? Parce que ça, vous allez très vite le comprendre, un fleet manager, une personne qui gère une flotte d'une énorme entreprise internationale, il gère des voitures partout dans le monde. Alors si lui doit pouvoir comprendre toutes les réglementations, toutes les évolutions, toute la fiscalité, les règles environnementales, les discussions avec les différents constructeurs, les autorisations oui ou non en télématique, c'est quasi impossible. Donc, quelque part, nous, on met en relation l'ensemble de ce monde en leur proposant des offres de services, des événements, du savoir et de l'expertise pour faciliter et optimaliser leur travail. Vous êtes un facilitateur dans ce monde du fleet management. Exact, tout à fait. Et tout en sachant qu'en plus, c'est un monde qui est souvent mal connu ou mal perçu. Oui. C'est vrai que... Il n'y a pas toujours bonne presse, les voitures de société. En Belgique, on le sait. En Belgique, c'est avec évidemment... la pollution. Même si on est plus... De temps en temps, on est même pris en exemple. Dans l'élément d'électrification en termes de situation, là, on est plutôt un exemple. La voiture de société, peut-être un peu moins. Mais donc, chaque pays a quelque part ses spécificités. Et la voiture de société n'est pas la même en Belgique, en Espagne. Et alors, quand vous parlez de cela d'un point de vue international, on a des événements au Mexique, on a des événements en Thaïlande, on a des événements en Turquie. C'est encore extrêmement différent. Mais c'est vrai que le point commun, c'est que souvent, la voiture, globalement, ça pollue. Et en plus, ça crée des embouteillages. Enfin, nous sommes nous-mêmes les embouteillages quand on est dedans. Enfin, voilà, ça crée des... Donc, c'est vrai que c'est un secteur... En plus, il y a eu toutes ces discussions sur le Dieselgate avec les constructeurs. Donc, c'est un monde qui n'a pas souvent bonne presse. Or, si demain, nous voulons avoir des routes plus sûres et environnementalement plus acceptables, ça va passer par toute cette gestion des flottes et de la mobilité. Pourquoi ? Parce que nous aurons besoin de mobilité et la meilleure manière d'avoir un remplacement rapide de voitures avec des voitures plus propres et plus sûres, c'est via justement les flottes automobiles, la mobilité. Et là, on peut être véritablement ce push. Et on est plutôt, je pense, partie de la solution plutôt que l'ennemi, je pense, de temps en temps, a justement pointé du doigt. Votre plus grand défi, c'est de changer les mentalités, de montrer que vous pouvez être un acteur du changement ? J'ai pas la prétention que nous allons changer. C'est les acteurs eux-mêmes qui doivent le faire. Nous, on les aide, on les accompagne. Mais à force de se rencontrer, à force de rentrer dans des débats, à force de montrer de l'expertise, à force de montrer exactement en quoi ce secteur véritablement contribue à avoir de plus en plus de voitures neuves, plus propres et plus sûres, je pense qu'on peut y contribuer. Donc c'est un des défis en commun avec le secteur, avec en plus, je pense, un élément de positionnement pour nous qui peut être positif, en ce sens que nous, on ne vend pas de voitures, on ne vend pas du leasing, on ne vend pas de la télématique, on est plutôt, je dirais, cet acteur de neutralité qui apporte l'expertise par rapport au secteur, avec quelque part cette expertise, aussi cette crédibilité, cette neutralité qui est nécessaire pour donner un message encore plus crédible. Alors on ne vous attendait peut-être pas dans ce secteur automobile, mais
Ceux qui vous connaissent bien savent que vous êtes un vrai passionné d'automobile. Ah oui. Vous êtes aussi président du conseil d'administration du circuit de Spa-Francorchamps et de Spa Grand Prix. Ouais. Donc pour vous, c'est assez logique de vous retrouver professionnellement là-dedans? Une nouvelle fois, je n'y avais jamais pensé auparavant. C'est un peu l'opportunité qui est arrivée, mais c'est vrai que ceux qui me connaissent un peu, le secteur de la mobilité et de l'automobile, une dimension internationale, mais bien ancrée dans mon pays liégeois, proche de Verviers, mais une dimension internationale, dans des secteurs que je connais particulièrement bien, et de pouvoir en devenir quelque part l'entrepreneur actionnaire majoritaire, globalement, c'est vrai que ça coche vraiment toutes les cases. Alors, c'est une opportunité qui s'est présentée, j'ai énormément de chance, mais c'est vrai que rétrospectivement, ça cochait vraiment toutes les cases de ce dont j'avais envie et peut-être aussi ce dont j'avais besoin à ce moment-là. En quoi le fait d'avoir mené une carrière politique vous aide-t-il aujourd'hui, je parle vraiment au quotidien, dans le rôle de CEO, cet héritage dans le day-to-day? Je pense vraiment que c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. En fait, en politique, quand vous devez faire des accords, quand vous devez faire des compromis, l'autre en face de vous, il n'a par définition pas les mêmes convictions. C'est pas pour ça qu'il a tort. On n'est juste pas d'accord. Mais il n'a pas nécessairement tort. Dans sa réalité, en fonction de ses convictions, lui, il estime qu'il a raison, tout comme vous expliquez que vous avez raison. Et d'être capable de comprendre ça, c'est-à-dire d'être capable de comprendre ce que veut l'autre, ce qu'il attend, et peut-être de comprendre aussi comment lui comprend ce que vous donnez comme message. Parce qu'en fait, dans toute entreprise, dans toute politique, la chose la plus difficile, je pense, le plus challenging, c'est l'humain. C'est quand vous donnez un message, vous avez l'impression de donner un message, mais celui qui le reçoit, il ne l'entend pas de la même manière, il n'a pas le même passé, il ne veut pas le comprendre de la même manière, les mots ne vont pas être interprétés de la même manière. Donc cette dimension humaine est extrêmement compliquée, et quand vous cherchez à aller comprendre d'autant mieux ce que l'autre veut comprendre, quel est son background, comment il va vous entendre, je pense que ça apporte énormément dans cette capacité de communiquer, d'échanger des messages et d'avancer. Parce qu'en fait, la personne qui n'est pas d'accord avec vous, souvent, son point de vue, il est utile, même si de temps en temps on fait semblant de ne pas l'entendre parce qu'il est dérangeant, mais voilà, être confronté, douter, c'est ça qui fait évoluer. D'accord. Et ça, c'est vrai en politique, c'est vrai dans une entreprise. Douter, ne pas se dire qu'on a toujours raison et qu'on ne peut pas se tromper. Non, c'est douter continuellement pour avancer. C'est pas confortable le doute, parce que voilà, ça stresse, ça met en difficulté, mais pourtant c'est ça qui vous fait avancer. Et là, c'est vrai en politique, et cette capacité, je dirais, de négocier, du compromis, de la discussion, je pense qu'elle m'aide également tous les jours dans le business. Inversement, maintenant que vous êtes dans le monde de l'entreprise depuis 10 ans et que vous êtes chef d'entreprise, actionnaire majoritaire, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux hommes et aux femmes politiques en 2025 par rapport au monde de l'entreprise? Faites-nous confiance. Voilà. C'est vrai que il y aura des ratés, il y aura des difficultés, il y a des entreprises qui vont pas bien, il y a des gens qui sont pas au top dans leur travail, mais la toute grande majorité du monde de l'entreprise, comme la toute grande majorité du monde politique, ce sont des gens qui font bien leur boulot, qui le font vraiment avec une envie d'être performants et d'être au niveau. Donc, faisons-nous un peu plus confiance. Ne nous concentrons pas sur les ratés, sur les difficultés en vue de créer de la réglementation complémentaire, de la difficulté complémentaire, des cadres complémentaires. Non, faisons-nous confiance. On a envie d'avancer et on a envie véritablement que ça se passe bien. Donc, surtout pour des petites structures, comme la mienne, voilà, chez Nexus, voilà, on est une vingtaine de personnes, plus un certain nombre de freelance. Donc, globalement, il y a peut-être une trentaine de personnes globalement qui travaillent pour la boîte. Le moteur commun, c'est cette volonté d'avancer, d'être meilleur, d'être plus performant. Et donc, tout ce qui va freiner ça n'est pas bon. Voilà. Alors, je comprends aussi, et c'est ça qui est difficile pour moi, c'est souvent, je sais que le politique n'est pas mal intentionné. Il ne crée pas des nouvelles règles pour le plaisir de créer des nouvelles règles. Oui. Il y a le politique, son intention le matin, c'est pas d'aller ennuyer, j'allais dire un mauvais mot, d'aller ennuyer l'entrepreneur. Mais non, pas du tout. Mais en même temps, faisons-nous un peu plus confiance. La confiance est réciproque, hein, parce que le monde de l'entreprise n'a pas non plus souvent confiance dans le politique, et inversement, mais je pense que, comme dans du management de personnes, le mot de confiance, ça va de temps en temps aller un peu trop loin, vous allez de temps en temps être déçu, mais dans la plus grande majorité des cas,
il faut d'autant plus se faire confiance pour pouvoir permettre d'avancer. Ok. Toute dernière question, rapidement. La politique ne vous manque pas? On ne vous verra plus jamais sur une liste? Vous savez, j'avais dit avant d'en faire que je n'en ferai jamais. J'en ai fait. Donc voilà, je suis très modeste par rapport à jamais. Mais je dis toujours, il n'y a plus aucun cheveu, même si j'en ai de moins en moins sur ma tête, qui me donne envie d'en refaire. J'aime bien la politique, je suis la politique, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui en font et c'est un boulot extrêmement compliqué. Mais tous les matins, je suis heureux de travailler pour Nexus. Je suis tous les jours heureux de ce que je fais. Donc, il n'y a vraiment rien qui me pousse à y retourner ou à avoir envie d'en refaire activement. Eh bien, merci beaucoup, Melchior Wathelet, d'être venu nous raconter votre parcours et cette histoire quand même singulière. Nexus Communication, c'est dans la boîte.